Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live après celui de mardi. Donc bon, on va continuer un petit peu notre petite série de design pattern sur les petites capsules PHP, sur le design pattern. Mardi, on avait vu ensemble du coup le pattern, le fameux pattern observer. Ok. Salut Nico, salut Galarian, salut Lanfear, salut Avinci. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, la question c'est quel pattern on va voir. Quel pattern on va voir. Hier, il y a quelqu'un qui en a justement parlé de ce pattern. Si je vous dis. Alors, si je vous dis pour ceux qui connaissent un petit peu, qui sont un petit peu familiers avec Doctrine, ou en tout cas avec Symfony, si je vous parle de Query Builder, vous pensez à quel pattern? Pensez à quel pattern? Alors, ça peut vous faire penser à deux patterns, mais il y en a un qui est quand même relativement connu, plus que l'autre, je pense. Et quelqu'un en a parlé hier. Non, pas le singleton, non, pas le repository. Alors ça, c'est un autre pattern, mais non, ni l'un ni l'autre. Quand vous faites le query builder, c'est quand vous faites votre requête SQL. Est-ce que vous... Enfin, requête SQL avec le query builder, vous savez, vous faites le select, from, where. Non, c'est pas le factory. Deuxième, alors attendez, on va essayer autre chose. Si je vous parle de méthode chaînée, de chaînage de méthode, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose d'autre? Le chaînage de méthode, vous savez, c'est quand on prend un objet et on peut chaîner les appels de méthode. C'est-à-dire qu'on peut faire Toto, setTT, asTT, fluent. Exactement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va voir le pattern fluent. Alors, ce pattern, il est très particulier. Il est très facile à prendre en compte, très facile à prendre à mettre en place. Salut Elrio. Alors comme je disais, pour revenir un tout petit peu, vu que tu viens d'arriver, aujourd'hui on travaille sur le pattern fluent. Et justement, ce que j'étais en train de dire, c'est un pattern très simple à mettre en place. Techniquement, il n'y a rien à faire si ce n'est retourner le contexte, le fameux is. Mais ça, c'est un détail. Le détail d'implémentation, c'est ultra bidon. Maintenant, la question et la grosse difficulté, c'est de savoir quand l'employer, comment l'employer, et puis ce qui va énormément poser souci, c'est le nommage des méthodes qu'on va donner. Ça, c'est très très important et vous allez voir pourquoi. Si par exemple, je prends le cas de la définition du fluent pattern sur Wikipédia, ils disent plein de choses de bien, mais l'exemple qu'ils montrent, il est très mauvais. Et vous allez comprendre pourquoi. Allez, je vais vous mettre ça. Alors, bon, ils appellent ça désignation chaînée. En soi, c'est fluent pattern. Donc ils disent que voilà, en fait, le principe, il est tout simple, c'est de garder le même contexte, enfin de renvoyer le contexte, c'est-à-dire le this dans le cas d'une classe en PHP, et de toujours renvoyer cette valeur-là pour qu'on puisse chaîner les appels de méthode. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Alors ce qu'ils disent comme argument, c'est en gros meilleure lisibilité, du coup, et l'idée principale est qu'au lieu de qualifier chaque méthode par le nom de l'objet correspondant, ce qui conduisait à une loader de style, ce nom d'objet reste par défaut actif dans toute l'instruction en cours. C'est-à-dire qu'on peut effectivement mettre X méthodes. Dans tous les cas, on va toujours rester sur le même contexte et ça va être effectivement plus simple à lire. Jusque-là, pas de problème. On peut même le faire dans le désordre. Ça, il y a vraiment pas mal de choses qui est intéressant. Maintenant, regardons un tout petit peu l'exemple. Salut Nabil. L'exemple qu'on nous donne, c'est le suivant. On nous donne la classe car. Alors, bon, on fera abstraction du camel case. Alors, il n'y a pas de camel case, mais ici il y a du camel case, à savoir pourquoi. Mais en tout cas, là, on nous propose la classe car. On a trois propriétés, speed, color et doors. Ok, jusque-là, pas de problème. Donc, la vitesse, la couleur et le nombre de portes. Et là, en fait, on voit bien qu'on a des méthodes et on renvoie le fameux contexte. On renvoie le this. Ok, c'est un truc de chaîner les méthodes, c'est un peu comme en JS avec les séries. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Et donc, du coup, ici, on a bien le chaînage de méthodes, puisqu'à chaque fois, on renvoie le même contexte. Donc, à chaque fois qu'on va renvoyer setSpeed, on va pouvoir rappeler derrière setColor, puisque setSpeed renvoie le contexte dans lequel je suis, c'est-à-dire qu'en fait, il renvoie l'objet myCar, donc on va pouvoir appeler une autre méthode, et ainsi de suite. Jusque-là, c'est OK. D'accord? Chaînage de méthode, quand on ne fait pas de chaînage de méthode. Voilà, on a vraiment la distinction entre les deux. Maintenant, si on prend ce cas particulier, est-ce que d'après vous, c'est une question tout à fait légitime qu'on peut se poser, c'est d'après vous, est-ce que le nommage des méthodes pour le fluent pattern a du sens? Fluent, ça veut dire quoi? Fluent,
Quand on dit, bah tiens, est-ce que tu es fluente en anglais, ça veut dire, est-ce que tu parles de manière fluide? D'accord? Ok. Maintenant, essayons de lire l'instruction qu'on a devant nous, donc toute cette instruction ici, essayons de la lire à haute voix. Ma voiture, alors 7, on peut dire, allez, je mets la vitesse à 100, mettre la couleur à bleu, mettre le nombre de portes à 5. Bon, je me suis un petit peu arrangé. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est fluente selon vous? Est-ce que ça a beaucoup de sens? Si on reprend l'exemple du Query Builder, le Query Builder, ce qu'il y avait d'intéressant avec, alors on va essayer d'aller voir si j'en ai pas un petit qui traîne quelque part. Je vais vous agrandir tout ça, attendez. Hop, alors, éditeur, fonte, on a dit 32. Et puis pour l'apparence, ici, on va mettre du 18. Allez, très bien. Ok, on va aller dans un repository, on va aller vérifier si on n'a pas un petit exemple là qui traîne sous la main. On en a un devant nous. Donc là, je crée ma Query Builder, donc ça va renvoyer un objet Query Builder. Et avec ça, derrière, on a donc, si on garde bien en tête la structure qu'on peut avoir d'une requête SQL. Donc on a bien le where, le set max result. Alors moi, il ne pouvait pas mettre le limit, parce que le limit, c'est à la fois le set max result et le set offset ou le set first result. Bref, si on garde juste ces deux-là, et imaginons, on en ajoute d'autres, genre le onWhere, d'accord? On peut aussi avoir le join, par exemple, on peut aussi avoir du select. Imaginons, on a un query builder qui peut exister, qui ressemble à ça. Là, pour le coup, quand on le dit à haute voix, select from, parce qu'on peut rajouter le from, mais là, il n'y a pas besoin parce qu'il y a l'alias, where, and where, order by. Si on devait lire ce query builder à haute voix, ça aurait du sens. On le comprendrait très facilement. On le comprendrait aisément. Pourquoi? Parce que, justement, le but du fluent pattern, c'est pas simplement le chaînage de méthode. Le chaînage de méthode est une particularité comme une autre, pas très compliqué à comprendre. Je pense que ça, tout le monde l'a bien encadré. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, le côté fluent, dans l'exemple qu'on avait juste avant, mais c'est pas du tout fluent. Il n'y a rien de fluent là-dedans, si vous voulez. Oui, c'est ça. Et surtout pour une suite logique dans les actions. Alors, une suite logique, oui, mais aussi un hommage de méthode qui a du sens. C'est quand même mieux de mettre un construct pour cet exemple. Oui, bon après c'est pour l'exemple que je vous ai montré, c'est pareil, c'est-à-dire que ça revient au même sur le Query Builder, c'est quasiment la même chose. Ça c'est une petite façade, un petit raccourci pour pouvoir créer quelque chose. Bref, la question n'est pas là. Ici, comment on pourrait renommer ça? Si on devait renommer cette chose-là, on ferait certainement quelque chose comme ça. PHP Sandbox, on va chercher une petite sandbox là très rapidement. Merci pour le follow, merci Mokhtaria, merci, bienvenue à toi. Imaginons la chose suivante, voilà, on a notre petit exemple, notre set car. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple set car, on pourrait dire, vu que là on doit déterminer, j'imagine, la vitesse à laquelle il est, comment on pourrait dire il va à la vitesse? Là on pourrait dire is et as. Bon, le seul problème qu'il y a avec ces mots-là, avec ces rêves-là, c'est que ça n'a pas tellement de sens. Iscolor, et là, Asdoors. Bon, merci pour le follow WProc, merci beaucoup, bienvenue à toi. Et là, set speed, on pourrait dire, comment on pourrait dire, un truc en anglais du style, ma voiture roule à, comment on pourrait dire ça en anglais? Est-ce qu'il y a des... drive at, roule à. Mais en fait, rolls at. Alors je sais pas, moi je pense que drive ça doit être. Non, drive c'était. Non, mais non, parce que drive c'est. La voiture. Je suis vraiment nul en anglais, hein. J'ai vraiment pas de vocabulaire. Pourquoi il me le met en fil? Runs. Ah si, runs, ça peut le faire, ok. Running is running at. On va mettre runs. Bon, on va mettre runs parce qu'on va essayer de prendre le truc. Donc, ma voiture roule à 100 et de couleur bleue et à 5 portes. Bon, là, le truc, ce qui serait génial un jour, ça serait. Bon, ça serait pas du tout joli, mais d'avoir un truc du style comme ça. Bref, on s'en fout. Mais en tout cas, l'idée, elle est là. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est bien plus fluente parce que on peut la lire à haute voix et on peut la comprendre naturellement. Le problème qu'il y a avec l'exemple qu'on a dans le truc, c'est qu'ici on reste trop dans
dans le côté en fait getter et setter. Sauf que la méthode fluente, c'est justement pour aller à l'inverse total de la notion de getter et de setter. C'est pas du tout ça l'idée. Drive at, ouais, mais il y en a plein, je pense qu'on peut en trouver plein. Drive at, effectivement, c'est ce que j'avais mis au début. Mais bon, l'idée ici d'avoir des setters, c'est très très mauvais quand on fait du fluent. Ça n'a aucun sens. Déjà par défaut, les getters et les setters, le fait d'avoir des entités en mode getter et setter, ça nous donne des entités très anémiques. Là où la richesse, justement, le mot richesse est important, là où c'est très important avec le fluent, c'est que ça nous crée plutôt des entités riches, des classes riches. Alors ça veut dire quoi des classes riches? Ça veut dire en fait que le nom de vos méthodes, bah en fait, ont un sens, ont réellement un sens. Le fait de faire set speed, ça veut rien dire. Le fait de plutôt mettre roule A, on lui détermine à quelle vitesse il roule. En fait, méthode riche, c'est par exemple, imaginons, je vais prendre un cas tout simple. On va prendre un autre cas tout simple. Imaginez ici, on a personne. Ici, je vais mettre me. On va mettre ici, imaginons... je sais pas moi, on peut mettre quoi? On peut mettre je me renomme parce qu'on veut modifier quelque chose. Par exemple, on est dans une méthode. Bon bref, je sais pas, je dis n'importe quoi. Me rename. Comment on dit? Il a as your old. Comme ça, moi j'en sais rien, je dis un peu n'importe quoi. Mais en fait, le fait d'utiliser voilà, des méthodes qui sont nommées, qui sont pas simplement une réflexion de nos propriétés. Je choisis vraiment des mauvais exemples, hein, c'est dingue. J'ai vraiment des mauvais exemples en tête. Bref, le fait de pas avoir de setter, ça permet justement d'avoir quelque chose de bien plus littéral, bien plus simple à lire, bien plus simple à maintenir, puisque du coup, quand on lit le nom de la méthode, on comprend très vite ce que ça voudrait dire. Tu pourrais faire un as 5 doors. Alors, ouais, je pourrais le faire. Je pourrais le faire en PHP 4, peut-être. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, on ferait effectivement... Oui, bah, de toute façon, t'as bien compris, mais on ferait évidemment pas comme ça parce que c'est vraiment pas super joli. Bon, pour revenir sur le côté fluent, du coup, est-ce qu'on a d'autres exemples? J'ai plein d'autres exemples. L'exemple que j'avais, c'était surtout... comment ça s'appelle le framework Laravel. Je vais voir si j'ai encore... Attendez. Ah, c'est dommage, j'ai enlevé. J'avais un repository sur une petite formation Laravel que je donnais. Une introduction à Laravel. On va aller sur le site de Laravel. Laravel, Eloquent. Même pas. Laravel tout simple. Juste de manière globale, Laravel est très fluente. Et là, ça va devenir très intéressant. Les basiques, view. Alors, attendez. Attendez, vous allez voir, c'est très sympathique. Est-ce qu'on a un petit... Faut que je cherche un exemple bien précis, parce qu'on a plusieurs façons de faire, en fait, si vous voulez. Dans Laravel. Je vais venir sur la 5.2. Moi, je me rappelle que c'était là-dessus que j'avais fait ce que je voulais faire. Ah, voilà, on a un exemple. Excusez-moi, je vous mets plus gros. Ok, on a la première façon de renvoyer une vue avec Laravel, c'est tout simplement de faire return view. Jusque-là, très simple. Ok, pas de problème. On avait une autre façon de faire qui est, pour le coup, un peu plus sympathique et qui ressemble beaucoup à ce qu'on a pu faire déjà. Et à ce qu'on vient de faire justement pour le fluent, c'est ça. Je veux afficher la vue greeting avec le nom de la donnée et sa valeur. Le fait de mettre with, ça c'est un côté fluent. Et là on peut les chaîner, hein. On peut évidemment chaîner les appels avec with. Hein. Bien comprendre que là ça fonctionne très bien. C'est pour le coup assez pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le framework il est quasiment que comme ça. Et donc on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est hyper simple à utiliser. Et puis hyper abordable parce que du coup... n'importe qui, même un débutant, peut comprendre ce qui se passe. Là où avec Symfony, bah, ça l'est peut-être un petit peu moins. Si tant est en plus, par exemple, qu'on n'utilise pas les raccourcis comme thisRender, mais qu'on fait directement new response, qu'on injecte twig et qu'on fasse twig render et tout machin. Bon, le truc c'est que
effectivement, c'est plus simple. Après, la seule difficulté, le seul inconvénient, c'est que parfois, on va avoir tendance à vouloir l'utiliser partout. Parce qu'on se dit, ouais, c'est génial, ça nous fait des chaînages de méthodes, puis c'est facile, et puis c'est super lisible et tout. Ouais, mais il y a une limite. La limite, si vous voulez, ça va être, en gros, votre contexte. C'est le contexte qui est une limite. C'est-à-dire que là où pour le Query Builder, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Pourquoi ? Parce que justement, on a ce nom. Ah, t'as l'amour, Lior. Salut, merci beaucoup. Hein, on remercie Lior, les amis. Merci beaucoup pour ces 5 subs. T'as l'amour, merci beaucoup, tu cherches. Et du coup, ah oui, c'est vrai que ça va me rendre dingue, ça va me rendre cinglé, ça. Les alertes, ça va me rendre cinglé. C'est un truc de ouf. Merci. Merci Lior, tu gères. Merci pour ton resub. C'est cool. Donc, voilà, maintenant, tu sais... Ah, c'est horrible, je sais plus de quoi je parlais. J'ai trop de mal à chaque fois avec ça, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Attendez, c'était quoi ? Ah oui, pourquoi sur le Query Builder ça passe vraiment bien? Parce que ce sont des instructions qui sont simples. Parce que, mission accomplie, bah je m'en doute, je sais que tu fais ça pour ça. Parce que le Query Builder, en fait, pour le coup, le fait de construire une requête SQL, c'est pas si simple que ça. C'est un langage qui est bien particulier, qui lui appartient bien à lui. Et pour le coup, c'est un langage à part. Et si on crée du Fluent avec du Query Builder, c'est là que ça devient très simple et très lisible parce que bah, ça a du sens. Parce que en le lisant, on s'y retrouve mieux. Je suis moins fan, par exemple, de ce que je vous ai montré avant, là, avec les histoires de Karl, hein, par exemple. Ça, je suis moins fan de cet exemple-là. Je suis moins fan de cet exemple-là. Pourquoi ? Parce que, pour le coup, il n'y a pas de contexte. En fait, là, on établit quelque chose qui va être limite un peu immuable, si vous voulez. C'est quelque chose qui va pas vraiment bouger. C'est-à-dire qu'on cède des données, on va peut-être les faire évoluer, mais pour le coup, avec le Query Builder, on fait évoluer notre requête SQL derrière. Tandis que là, tout ce qu'on fait, c'est poser un état, globalement. Et moi, je suis moins fan de ce genre de concept, enfin, du Fluent sur ce genre de classe, par exemple. Je suis vraiment moins fan, parce que je trouve que ça fonctionne moins bien. Là où Query Builder, ça s'engage vraiment mieux. Et s'abonne avec Prime. Ben non, c'est trop bien qu'il s'abonne avec Prime. Il pourrait très bien s'abonner gratuitement à quelqu'un d'autre, mais il le fait avec moi. Non, je trouve ça trop classe. On veut des émotes spéciales Symfony, Thomas. Bah, franchement, je sais qu'il faut... Alors, en fait, je fais une petite aparté, désolé. On digresse un tout petit peu. C'est vrai que je m'occupe pas trop de tous ces trucs-là. C'est vrai que... Enfin, c'est pas que j'ai pas l'impression que ce soit très important pour les gens. Après, si c'est quelque chose qui revient, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me fait la remarque, mais c'est vrai que je fais pas forcément attention. L'autre jour, quand j'ai raidé, comment il s'appelle, Defend Intelligence, quand je l'ai raidé, il a lancé des trucs, des animations et tout, un petit peu comme la majorité, comme la plupart des Twitch, des streamers qui animent bien leur commu. Moi, c'est vrai que je le fais pas. Il faudrait peut-être que je me laisse un petit peu plus aller, que je fasse un petit peu plus d'attention à ce genre de choses. De toute façon, on verra une fois que j'aurai... Ouais, je sais. Non, mais moi, si tu veux, j'y réfléchis. La remarque que tu m'as faite, c'était pour rigoler. Mais moi, du coup, ça me fait réfléchir derrière. Donc, c'est pas contre toi. Tout ce que je dis, c'est juste que moi, ça me fait gamberge. Bref, revenons sur le Fluent. On va essayer de le mettre en place. Est-ce que vous avez un exemple ou est-ce que le côté Query Builder, ça vous dit de le faire, de vous montrer très rapidement comment on peut le faire? Vous allez voir, c'est très très simple. On va close le projet et je vais déjà démarrer tout ça. Donc on va faire un mkdir. On va faire mkdir. On a dit Fluent. CD Fluent. Composer init. Oui. Description PHP PO. Design pattern Fluent. Hop, on est en dev, pardon. C'est une librairie. Ok. Alors là, je ne sais pas si on a besoin de faire des tests parce que pour le coup, franchement, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement l'implémentation. Enfin, l'implémentation, si, c'est ce qui va nous intéresser maintenant, mais de voir un petit peu comment ça peut justement se mettre facilement en place. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ce que je dis, hein, parce que là, après, il faut bien comprendre que la base, elle est très simple. La base, c'est je chaîne des méthodes en passant le contexte à chaque fois, en retournant le contexte pour chaque méthode. Jusque-là, c'est très facile techniquement, c'est ultra simple à comprendre.
Maintenant, moi j'estime que l'exemple qu'il donne par exemple sur la définition du fluent pattern dans Wikipédia, je la trouve très mauvaise. Je la trouve très mauvaise, parce que je trouve pas ça fluente pour le coup. Si vous estimez par exemple que le mot fluent, si eux ils l'interprètent juste comme la notion de chaînage de méthode, d'ailleurs on voit c'est chaînage de méthode, fluent pattern. Après il parle un petit peu de lisibilité, mais franchement je vois pas ce qu'il y a de lisible. Bon, donnez-moi votre avis, dites-moi si vous êtes d'accord, si pour vous c'est juste le chaînage de méthode, et dans ce cas-là, on peut essayer de débattre un tout petit peu. Alors attendez, c'est bon, il est là, on va pouvoir envoyer, hop. Allez, let's go. Ah oui, c'est vrai que ça prend 3 plombes à chaque fois. On va attendre un tout petit peu. En attendant, n'hésitez pas à me faire votre petit retour. Donc, totalement d'accord avec ton avis. Yes, bah, je pense pas être le seul. Après, j'ai pas non plus la science infuse, mais juste dans ma logique, pour moi, c'est vrai que c'est pas. Je n'ai pas trouvé ça très fluent, l'exemple. Pour moi, le pattern fluent, c'est effectivement le chaînage de méthode. Mais juste le chaînage de méthode, ou aussi le fait de bien nommer tes méthodes pour qu'elles aient du sens, pour qu'elles soient un petit peu plus riches que des setters. Ou est-ce que c'est vraiment que le chaînage de méthode? Donc là, on a fait ça, on va aller dans le composer.json. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire un autoload PSR4. Ok, donc sur les autres, je crois que j'avais mis tboileau, fluent, le nom du pattern. Ok. Et ça pointait vers SRC. Donc on va créer SRC. Ok. Et là-dedans, on va... Alors attendez, on va créer une classe... Ah c'est bon, il reconnaît direct, super. On va créer une classe tout simplement, on va créer Query Builder. Ok, on est bon. On a Query Builder. Alors attendez, on va à chaque fois faire la petite modification. Require PHP supérieur ou égal à PHP 7.8, comme ça il va arrêter de nous embêter. Ok. Donc là l'idée c'est quoi? Ça serait peut-être de se dire ok, je vais pouvoir construire une requête avec ma classe. Alors attendez. Salut Justin Man Beans. Alors, après bien nommer tes méthodes, c'est un autre pattern qui s'appelle le putain de bon sens pattern. Mais tu rigoles. Mais oui, mais tu rigoles, mais pourtant, en tant que développeur, par exemple Symfony, on a tendance au final à faire que du getter-setter, à faire des entités anémiques, c'est-à-dire que, en fait, globalement, on génère notre classe qui est le mapping plus ou moins strict de ce qu'on est censé avoir en base de données, et on va pas plus loin. Tu vois. Mais je me rappelle que c'était Alex Rock qui avait justement, quand parlait de ça, et qui disait, qui posait une question, je crois que c'était dans une réponse dans un thread ou un truc qu'il posait comme ça en tweet, où du coup il demandait, il posait la question, mais il fait, ouais, est-ce que vous avez l'habitude, en gros, il te posait la question, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser que les getters et les setters, ou justement de faire autre chose? Et bon, lui il expliquait qu'il faisait que autre chose, je crois. C'est ce qu'il expliquait d'ailleurs. Bon, bref, pour moi, c'est vrai que c'est du bon sens, mais pour le coup, c'est vrai qu'avec Symfony, avec Doctrine plutôt, on a plutôt tendance à s'orienter plus vers du getter et du setter, notamment parce que le pattern qu'il y a derrière, parce qu'il y a un pattern derrière tout ça, c'est le data mapping, et ce pattern-là, en fait, c'est très simple, il se base justement sur les setters et getters, les either et les other aussi, pour pouvoir hydrater et faire sa petite tambouille avec son proxy. Donc pour le coup, on ne peut pas forcément dériver un peu trop du système getter et setter de Doctrine. Ou alors il faut l'étendre un tout petit peu. Et là, allez vous amuser. C'est comme vous voulez. Alors attendez, on a Query Builder. Nous, l'idée, ça serait d'avoir peut-être une méthode select. Ou à l'intérieur, ce que je pourrais faire, c'est peut-être avoir à la suite plusieurs champs que je voudrais appeler. Donc je pourrais peut-être faire un truc comme ça. Je me demande si ça c'est possible. Est-ce que ça fonctionne ça comme ça? Et là, ça renvoie quoi? Ça se renvoie soi-même, tout simplement. Alors, attendez, hop. Ouais, on pourrait avoir un truc comme ça. On pourrait avoir une autre méthode. Public function. On a le from. Donc, le from, généralement, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre le nom de la table et son alias. On se renvoie soi-même. Alors, attendez, du coup, il faut prendre tout de suite l'habitude de renvoyer this. D'accord? Jusque là, c'est la première chose que vous devez faire. Même pas mettre le contenu, on s'en fout un petit peu du contenu en fait. Après, on pourra avoir quoi? On a le inner join, par exemple. Avec string, on met le nom de la table
Ensuite, on met l'alias. Ensuite, on va mettre... Ensuite, on a du coup la condition, le prédicat. String, on va l'appeler predicate. Ah, c'est ça le nom ou pas? Je m'en souviens plus. Non, c'est pas ça. Si, je sais plus. Voilà, plutôt criteria. Il peut y en avoir plusieurs. Le critère de jointure, si vous voulez. Donc, c'est le fameux on quelque chose. On peut avoir public function left join. Donc, ça ressemble quasiment à la même chose. Hop, copier-coller. Et puis, imaginons, on va avoir function where. Là, on va donc avoir string criteria. Criteria, c'est le fait d'avoir plusieurs critères. C'est critères au pluriel. On peut avoir le and where ou le or where. Ensuite, on peut avoir public function order by. Donc là, on va avoir string field string sort. Donc si c'est left ou ascendant ou descendant. Et on peut avoir par exemple le limit. On va avoir ici un integer. On va avoir l'offset. Et après on a un int et c'est la longueur. On pourrait avoir quelque chose comme ça. Bon. Et effectivement, on retourne 10 partout. Et là, voilà, c'est terminé. Ça, c'est du chaînage de méthode. Donc ça veut dire que comment ça va s'appeler? Comment on va l'appeler tout ça? Bah, très simplement, en faisant... Qu'est-ce que j'ai fait? En faisant tout simplement, par exemple, query builder égale new query builder. Et là, vous allez voir, alors c'est ça qui est intéressant avec des outils comme PHP Storm ou comme VS Code, j'imagine, c'est qu'on a ce fameux chaînage. Donc là, je peux faire un select, dire, bah ok, je vais sélectionner u.name, u.email, ok. Ensuite, je vais appeler mon from user as u. On va faire par exemple, je sais pas moi, join, on va faire g.name pour le groupe. Donc on va faire par exemple, alors là, on peut faire hop un petit saut de ligne pour que ce soit un tout petit peu plus lisible. On va faire inner join groupe avec un alias g. Et puis en critère, ça va être g.id égale u.groupid, par exemple. Après, on va faire where g.id égale 5, je dis n'importe quoi, and where u.age supérieur à 18. Je dis vraiment n'importe quoi. Hein. Order by u.name ask. Et enfin, limite, je vais faire de la pagination, je veux par exemple 0, et j'en veux 10, je veux la première page. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Et donc du coup, il faudrait remettre un... Non, il n'y a même pas besoin de faire ça, d'ailleurs on peut le laisser comme ça. Là, on n'a pas besoin de le mettre avec un égal derrière. Par contre, on pourrait faire quelque chose comme ça. Hop, new query builder, et hop, on a tout en une fois. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Donc, là, eh ben, est-ce que ça se lie à l'oral? On va essayer. Salut Ozyman, salut Inopan. Donc là aujourd'hui on travaille, les amis, on travaille sur le pattern fluent. Justement on va prendre un petit exemple avec le query builder. Et donc là l'idée c'est justement de vérifier que ce qu'on vient de faire c'est bien fluent. Fluent, alors comme je l'expliquais, ce n'est pas seulement que du chaînage de méthode, qui est représenté par le fait de retourner le contexte, le fameux return this. Et là, c'est vraiment pour vérifier si c'est fluent à la lecture. C'est ça qui va nous intéresser. Ton WSL Ubuntu, tu as une version graphique ou tu gères tout seul en ligne de commande? Non, il y a une version graphique avec le Windows Store. Mais sinon, après, ça, c'est juste mon truc pour la ligne de commande. Bon, bref. Alors, on va essayer. Alors, on va dire... Alors, je select... Alors, select u.name, u.email, g.name. Ok, est-ce que j'écrirai ma requête SQL comme ça? C'est simple, on va écrire la requête SQL derrière. u.name, u.email, g.name. Ok. From user,
Et le as, c'est le deuxième, c'est le deuxième. Ok, on n'a pas le as, on n'a pas cette notion de as, nous. Mais, à la limite, on peut même l'écrire comme ça. Le as, c'est en option, généralement, le as. Mais donc, du coup, on pourrait effectivement l'écrire comme ça. Ensuite, on va avoir inner join group, alias g, g.id. Donc là, c'est le on. Et en deuxième, c'est l'alias. Donc on aurait group g, on, g.id égale u.groupid. Ok. Si je continue et que je fais le where, par exemple, where g.id égale 5, jusque là, c'est quasiment la même chose. And, alors c'est là où ça change un petit peu. Est-ce qu'on mettrait and ou and where? And, là, on va laisser le and where. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une particularité où on a le having et le and having. Donc on pourrait imaginer que le and, si on met juste and, ça pourrait porter à confusion. Sauf si on se dit, ah bah tiens, non, j'allais dire une connerie. Et j'ai pas envie de la dire. Donc là, on va avoir and u.age égale 18. Et on va avoir order by u.name ask. Et enfin, pour terminer, limite 0,10. Ok. Alors attendez, je vais plutôt l'écrire dans quelque chose d'autre. Dans DataGrip, comme ça va vous permettre de voir directement tout ça dans un vrai, avec une vraie coloration syntaxique. Alors, attendez, hop, ok. Hop, je vais grossir un tout petit peu parce que vous ne devez pas voir grand chose là. Hop là, on va dire 32 et ça ira très bien. Ok. Donc là, on voit bien, si on met côte à côte notre requête SQL, enfin pas côte à côte du coup l'un en dessous de l'autre, mais si on met notre query builder qu'on a écrit avec du Fluent et la requête en dessous, et ben pour le coup, ça se ressemble énormément. Ça se ressemble énormément et ça a totalement du sens du coup d'utiliser Fluent. Ça a du sens justement parce que ça se ressemble beaucoup. Parce que ce qu'il y a là, les instructions qu'on retrouve ici, limit, order by, le end, le where, le inner join, le from, le select, tout ça on le retrouve ici quoi. Et ce qu'on a bien à l'intérieur de nos méthodes, c'est bien toutes les particularités, tout ce qui est propre à notre contexte, hein, donc la notion d'user, de groupe, ce genre de choses quoi. Donc là, effectivement, on voit très rapidement que bah du coup là, ça a du sens de l'utiliser. Là, ça a beaucoup de sens. Pour le coup de Laravel, avec la notion de view et avec le weave, là aussi c'est intéressant parce que c'est pareil. On a un contexte. Le contexte, c'est notre vue. Et dans notre contexte, on veut lui attacher à notre contexte, on veut lui attacher, alors quand je parle de contexte ici, c'est de contexte la vue, pas le contexte le this, l'objet. Hein. Mais dans notre contexte, on veut lui ajouter des données. Donc ça a du sens. Là où ça en a beaucoup moins, je trouve, pour la notion de voiture, avec la notion de vitesse, de couleur et de porte, je trouve ça moins accessible pour Fluent, pour le coup. Enfin, je trouve que ça fait moins sens. Alors, Inopan qui me demande, niveau serveur PHP, tu utilises Docker via ton WSL ou non, j'utilise serveur de PHP ou de Symfony. Donc, je fais généralement soit simplement un PHP-S localhost 2.8000 par exemple, pour lancer un serveur avec le port 8000. Donc, Fluent, ok. Qui l'a déjà utilisé? Qui l'a déjà mis en place dans ses projets, ce pattern? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà utilisé? Je trouve que c'est vraiment une question très, très intéressante parce que moi je l'ai déjà utilisé. J'aime beaucoup. Je fais très attention quand j'utilise parce que c'est pas évident. Oui, vous l'avez déjà utilisé. Maintenant la question c'est, est-ce que vous l'avez utilisé en pensant Fluent ou juste le chaînage de méthodes? Maintenant la question c'est ça. Alors je suis pas en train de faire un jugement sur quoi que ce soit. Je suis pas en train de vous dire vous avez fait du Fluent mais en fait vous n'avez pas fait de Fluent. Vous avez fait que du chaînage de méthodes. On s'en fout. L'idée c'est juste de savoir aussi prendre un petit peu de recul et de se dire ok peut-être que le Fluent bah au final c'était pas vraiment Fluent ce que j'ai fait et c'était plutôt chaînage de méthode. Moi je vais pas vous cacher hein, plusieurs fois et dans plusieurs de mes projets mes setters ils renvoient tous le this parce que parfois c'est plus simple à écrire d'une seule traite. Je vais pas me cacher de ça, hein, et j'ai aucun problème avec ça, hein, et je l'ai fait encore il y a très récemment. Hein. Mais juste que quand on s'imagine faire du Fluent, au final, est-ce qu'on le fait réellement ou pas? C'est-à-dire que est-ce que les méthodes qu'on va nommer, elles sont réellement fluentes quand on les dit à haute voix? Chaînage de méthode, souvent dans le but de créer un builder. Alors le builder, ça c'est un autre pattern. On le verra plus tard, je pense, c'est un autre pattern très très simple. Comme le form builder, ce genre de choses.
Bah, vous avez très bien compris à quoi sert un builder. Juste chaînage, pas sur des objets classiques. D'accord, ok. Oui, parce que sur le builder, tu as du chaînage de méthode avec le add. Par exemple, si on prend le côté form builder, tu as le add, des choses comme ça. Le query builder est aussi un builder, mais bon, ça on y reviendra sur le pattern builder parce que c'est vraiment un pattern bien particulier. Et pour le coup, là, c'est un pattern qui est un tout petit peu plus complexe techniquement. Mais ça, on y reviendra. Donc, ok, donc la plupart, vous avez tous fait du Fluent, mais plutôt en mode, ok, je réfléchis en mode plutôt chaînage de méthode. Donc, pour les prochaines fois, si demain vous voulez faire du Fluent, et que vous vous dites, là, je pense que dans ce contexte-là, le Fluent peut être intéressant et pertinent. Dans ce cas-là, la plus grosse difficulté, et ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est pas de faire des return this, c'est la difficulté, je pense que c'est la chose la plus dure pour tout développeur, c'est de savoir nommer vos méthodes. Le nommage, je pense que c'est la chose la plus difficile. Donc c'est pour ça que la particularité qu'on a dans Fluent, très simple techniquement, mais le wording à utiliser, il peut être d'une complexité énorme. Parce que suivant ce que vous allez mettre, dites-vous bien que vous allez le comprendre parce que c'est vous qui êtes en train... Vous avez un biais de création, si vous voulez, quand vous faites du Fluent. Quand vous nommez les choses, vous avez forcément un biais, puisque vous allez créer quelque chose, mais vous savez ce que vous allez créer. Et vous allez essayer de trouver un nom qui colle à ce que vous allez créer. Tandis que si vous venez et si votre collègue vient voir votre code et qui va lire le nom de votre méthode, il va vous dire bah, je comprends pas son rôle, je sais pas ce qu'elle fait. Parce que lui, il n'a pas le biais de savoir ce que fait la méthode. Lui, il va justement se servir du nom de la méthode pour savoir ce qu'elle fait. Et parfois, il y a un biais qui se fait chez le développeur, et c'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec des débats infinis sur le nom d'une méthode dans un projet. Bah, le truc, il vient de là, en fait. C'est-à-dire qu'on a forcément un biais quand nous, on crée le nom de la méthode parce qu'on sait ce que ça va faire derrière. C'est-à-dire qu'on voit déjà la ligne de fin avant même de savoir ce qu'on va mettre au départ. Tandis qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est se dire, ok, avant que je pense au code que je vais mettre à l'intérieur et de ce que je vais faire, moi, globalement, si on devait parler métier, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah là, je vais créer une requête SQL. Ok. Et là, du coup, dans ma requête SQL, qu'est-ce que je vais mettre comme méthode? Ah bah, je sais que j'ai un select. Ok, je vais mettre mon select. Ok, donc cette méthode-là va gérer le select. Et c'est pas l'inverse. C'est pas, tiens, ma méthode gère le select, alors je l'appelle select. Bon là, ça fonctionne, évidemment. Mais est-ce que vous avez vu un petit peu le schéma de pensée? C'est-à-dire que on pense d'abord à notre métier, on pense d'abord à, ok, quel est au final l'objet de cette méthode, mais pas forcément le code qu'on va mettre à l'intérieur. Si vous pensez tout de suite à l'implémentation dès le début, vous allez être biaisé par derrière, par le nommage de votre méthode, vous allez forcément être biaisé par le code que vous voulez que vous allez implémenter dedans. J'avoue, le côté dit naturellement à haute voix m'était passé au-dessus de la tête. Bah, justement, je sais pas si tu as fait un petit tour, comme je disais aux gars, comme je disais au chat, justement, dans Laravel, c'est aussi très fluente. Je prenais l'exemple notamment quand tu vas appeler une vue dans Laravel. Alors, moi, je te parle de Laravel 5, évidemment. On a cette notion-là, ce petit helper-là, le view, là, ce truc-là. Ce qui est bien intéressant dans cet exemple-là, c'est que justement, on dit, ok, je veux retourner la vue greeting avec name, avec la variable name, en fait, et la valeur Victoria. Et en fait, quand tu le dis à haute voix, ça a du sens. View greeting with name Victoria. Ok. Alors que nous, en Symfony, on va mettre this render, le nom de la vue twig, et on lui passe des données brutes. Pour le coup, c'est pas du tout fluent. Et ça peut pas l'être. Parce que c'est pas du tout le fonctionnement. Alors attention, hein, faire attention, mais évidemment, on peut l'écrire de cette manière-là aussi. Hein, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que oui, Laravel est très très bon, c'est ce que je disais au début. Laravel est très fluente sur tout son framework, et c'est ça qui en fait sa grande force. Pourquoi? Je vais le répéter. Parce que c'est beaucoup plus abordable. On n'a pas besoin d'aller chercher la doc pour comprendre ce que ça fait. On lit le code. Si tant est qu'on connaît un petit peu la programmation orientée objet, qu'on connaît un petit peu le PHP pour le coup, on peut facilement comprendre ce qui se passe. On peut comprendre facilement ce qui se passe. Là où avec Symfony, c'est bien plus complexe. Hein. Il suffit de voir ce truc-là. Le fait de tout faire en une fois et de ne pas appeler des contrôleurs, là, on est quand même sur quelque chose de super intéressant. Et d'ailleurs, je crois que même quand tu fais les contrôleurs, d'ailleurs, est-ce qu'on a une notion de contrôleur quelque part là? Contrôleur. Pour appeler un contrôleur, donc là tu fais, ça c'est ton return, mais quand tu appelles ton contrôleur, je me demande si ça avait... Ah voilà!
Exemple, autre exemple, super, mais je trouve que c'est du génie. Je trouve que c'est du génie. Là, alors, ok, la route en get qui s'appelle foo, elle utilise tel contrôleur avec telle méthode, et dedans, on a, donc j'imagine que ça, c'est asName. Alors, asName, ça veut dire peut-être, asName, alors est-ce qu'on n'a pas un exemple? Non, on n'a pas l'exemple, ça c'est dommage. On n'a pas l'exemple là? C'est dommage. Mais du coup, bah, ah ouais, ça c'est le nom qu'on lui donne, je crois. Hein. Ça c'est le nom qu'on lui donne. Asname, c'est l'alias qu'on donne à la route, je crois. Et fou, ça c'est le chemin, si je dis pas de bêtises, non? Je crois que c'est ça, hein. Si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Donc fou, c'est le chemin. Donc alors c'est dommage qu'ils mettent pas de slash devant, parce que du coup, moi je m'y perds un petit peu trop dans Symfony. Donc la route avec le chemin foo, qui utilise le contrôleur foo contrôleur avec la méthode asName. Mais en fait, c'est super clair quoi. Ouais, c'est l'URL générateur. Ouais, je viens de comprendre. Il faut que je me remette les idées en place. Ça fait une éternité que j'ai pas vu ça. Salut Slimcrack, salut Spacecraft. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on travaille sur le pattern fluent. On vient de voir un petit exemple d'implémentation avec un query builder qui est très très simple. Et justement, j'expliquais, alors je me répète un tout petit peu, on a un petit peu le temps aussi, c'est toujours bien de se répéter un petit peu pour ceux qui viennent d'arriver, c'est que l'idée, c'est que le fluent, ce n'est pas que du chaînage de méthodes, c'est le fait de pouvoir se dire que si je parle, si je dis à haute voix ce que je suis en train de coder, ce que je suis en train d'utiliser dans mon pattern fluent, dans l'instruction que je suis en train de mettre, et ben pour le coup ça a du sens. Hein, c'est comme je le disais là, si on met côte à côte la requête SQL et le fluent qu'on dit, ben on voit que c'est quasiment la même chose. C'est pareil. Et là ça a du sens. Alors, maintenant, ok, le fluent c'est bien. On l'utilise, je pense qu'on l'utilisera un petit peu plus maintenant. Quand je dis on, je parle un petit peu de tout le monde. Maintenant, moi ce qui me fait peur, c'est peut-être la surutilisation de ce pattern-là. Dans la Ravel, vu que tout est basé sur une simplicité et sur justement le côté DX, il y a une très belle DX, on va pas se mentir, il y a une très belle DX dans la Ravel. Celle de Symfony n'est pas du tout orientée vers, c'est pas du tout la même DX. Il y a beaucoup de DX dans Symfony, mais c'est pas du tout amené de la même manière. Donc sur la Ravel, il y en a beaucoup, mais on va le mettre de côté. Mais si on devait par exemple nous se mettre à coder plein de classes, toutes nos classes à mettre du fluent partout, on s'y retrouverait pas. On s'y retrouverait pas parce que, en fait, le fluent, on n'oublie pas, c'est pour gérer un contexte. On veut gérer un contexte. Et quand je parle d'un contexte, c'est pas simplement dire un objet. Non, parce que comme on l'avait vu dans l'exemple que j'avais donné sur la voiture, la voiture, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose de immuable. Ok, on la pose là, elle va pas bouger, quoi. On lui dit, elle a 5 portes, elle est de couleur bleue, elle peut avancer à 100 km/h. Voilà, on pose un état, quoi. Elle est comme ça. Et c'est pas un contexte qui va évoluer avec le temps. Par contre, si on dit que la voiture roule à 50 km/h, roule, l'action de faire quelque chose, roule à 50 km/h et allume ses phares, là, ça aurait plus de sens. Là, ça a plus de sens parce que pour le coup, on amène des actions qui vont faire évoluer notre contexte. C'est comme la requête SQL. Dans notre requête SQL, on pourrait très bien se baser sur select, from et basta. Non, là, à chaque instruction qu'on va faire, on fait évoluer notre contexte. On fait évoluer la requête SQL qui va être générée derrière. Select, from, where, end, order by, limit. Donc, c'est pour ça que c'est super important. Et essayez de vous mettre des contextes. Essayez de, quand vous vous dites, ok, là je peux faire du fluent, est-ce que c'est intéressant de le faire? Dites-le à haute voix. Et pensez d'abord à, ok, nommage de méthode. D'abord, je nomme dans ma tête. Déjà, qu'est-ce que je dois faire? Ok, là, je dois faire ça comme fonctionnalité. Comment je vais nommer comment je vais essayer de me projeter, mais pas me projeter dans le code que je vais écrire, mais plutôt dans le nom des méthodes que je vais appeler. Ok, je m'imagine un petit peu, je vais voir telle méthode avec tel nom de méthode. Et après, on va aller implémenter ce qu'est censé faire cette méthode. Alors qu'aujourd'hui, et moi je suis le premier à faire ça aussi, attention, c'est que moi je vais d'abord implémenter la méthode et après je vais me casser la tête sur le nom de la méthode. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais décrire le nom de ma méthode va décrire ce que j'ai écrit dans mon code. Vous avez vu le chemin de pensée, c'est vraiment pas le meilleur chemin de pensée possible parce que forcément vous faites un biais. Et ce biais, vous pouvez pas avoir après des bons noms de méthode.
Et ça, c'est même pour le refactoring de manière très globale. Si à chaque fois en mode refacto, vous vous basez de dire, ok, quand je gère le nommage, en fait, je gère par rapport à ce que j'ai créé, forcément, vous allez être embêté. Il y a un moment où vous allez voir une limite. Là où quand on pense juste à la notion de nommage, mais dédiée de toute implémentation, pour le coup, on peut refactoriser les choses, on peut modéliser même des choses beaucoup plus naturellement. Et on se retrouve du coup plus facilement avec des entités riches, par exemple, qu'avec des entités anémiques, avec simplement des getters et des setters. Spacecraft qui nous dit, mais les méthodes statiques, c'est un peu décrié par la commu PHP, non? Enfin, l'abus d'utilisation de trop de statiques. Alors, les statiques, ça c'est autre chose. Les statiques, tu peux les utiliser dans plusieurs contextes. Tu peux les utiliser dans le factory pattern, tu peux les utiliser dans des façades. Si tu veux, les méthodes statiques, il faut que ça reste quelque chose qui soit par petites touches et qui soit utilisé dans, on va dire, vraiment dans les bons contextes, dans les bonnes situations. Là, ça a du sens parce que root est une façade. Enfin, get, ici, ça va permettre derrière de pouvoir dire, ok, j'enregistre dans mon routeur une nouvelle route get avec le slash foo, etc., etc. Là, ça peut avoir du sens. En Symfony, on va généralement utiliser ça. Alors d'ailleurs, par défaut, il n'y a pas énormément d'endroits où on peut utiliser par défaut avec Symfony, avec les classes de Symfony, où on utilise les méthodes statiques. On l'utilise à un endroit, notamment quand on veut créer des requests, par exemple, ou avec des datetime, par exemple datetime create from format. Ça, ce sont des petits helpers, des petits raccourcis. Mais encore une fois, c'est du factory, ça. Donc, c'est vraiment dans des cas bien précis. Mais on y reviendra, je pense, sur les méthodes statiques. Donc là, en fait, l'idée, nous, c'est pas vraiment de... Là, pour le coup du Fluent, c'est pas que de regarder les méthodes, mais c'est aussi de regarder, en fait, derrière le sens qu'a que le code prend, en fait, si vous voulez. C'est vraiment le côté, ok, est-ce que c'est Fluent, ça? Bah oui. On comprend quand même que slash foo, la route, la route, pas la route, on va dire plutôt le chemin foo, utilise foo controller et as, donc ça c'est l'alias, et a pour nom name. Franchement, je trouve que c'est Fluent. Alors oui, ça n'utilise pas le chaînage de méthode, mais ça on s'en fout. Ça c'est un détail. Je pense qu'on pourrait très bien mettre get foo. Je suis sûr que si tu fermes la parenthèse et que tu mets use, d'ailleurs je suis sûr que tu peux le faire comme ça. Ensuite, ma main a coupé que tu peux le faire comme ça. Regardez, que tu peux faire ça. Je suis sûr que tu peux faire ça. Si je dis pas de conneries, tu dois pouvoir faire ça. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Si quelqu'un peut m'arrêter, mais je suis sûr que tu peux l'utiliser comme ça. Et là, tu rajoutes encore le côté Fluent avec le chaînage de méthode. Ok, ça te renvoie un objet root, d'accord? Et derrière, tu fais use, machin, as. Ah putain, là c'est Fluent parce qu'on a le chaînage de méthode. Ça l'était aussi avant, mais on n'avait pas le chaînage de méthode en moins. Mais là, pour le coup, on comprend mieux et je trouve ça bien plus parlant. C'est plus dans un contexte utilitaire ou des choses qui n'ont pas besoin de persistance. Pas forcément. Pas forcément. En fait, il faut juste séparer des. Ok, je vais peut-être avoir un objet qui va être à la limite de l'immuable. Quand on parle de quelque chose qui est immuable, c'est quelque chose qui ne va pas se modifier, qui a un état et qui est fixe. D'accord? Et généralement, c'est pour ça qu'on utilise des DTO dans Symfony, par exemple, parce que l'idée du DTO, c'est de se dire que en gros, on ne veut pas avoir à modifier la validité d'une entité. C'est pour ça qu'on va traiter d'abord un DTO, un DTO dans un formulaire au lieu de traiter une entité. Parce que l'entité, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle ait un état final qui soit valide. Et c'est pour ça que l'entité par elle-même, dans la notion qu'on nous apprend avec Symfony et Doctrine, c'est quelque chose qui a un état final. On lui fait des sets. Mais sur une entité, enfin sur une requête HTTP, généralement, elle va avoir un seul état à laquelle elle va être flush, si vous voulez. Mais elle va pas évoluer avec le temps, elle va pas évoluer tout au long de la requête HTTP. Yo, Defend, ça va bien? Tu live ce soir? Belzécor qui pose la petite question, c'est plus dans un compte. Alors non, oui, c'est pas mal aussi. Ouais, bah du coup, ouais. Mais persistance, bon, ça dépend, je pense que les contextes, il faut un petit peu voir comment ça peut se passer. La persistance, ça peut être intéressant, peut-être, alors peut-être pas dans la notion de persistance pour Doctrine, mais peut-être plutôt dans la notion de persistance, plutôt pour le côté workflow, peut-être. Vous savez, par exemple, le fait de dire, ok, j'ai une commande à un état initial du style commande en attente, et puis avec la notion de workflow, on la fait évoluer.
ok, elle passe de l'état en attente à en cours de traitement à en cours de livraison et livrée par exemple. On pourrait avoir ce genre de syntaxe et qu'on peut faire évoluer avec du fluent, avec un nommage riche, ce genre de choses. Mais l'idée effectivement c'est pas forcément de se dire qu'il y a des cas où on peut l'utiliser, d'autres cas où on ne peut pas l'utiliser. Je pense que là de toute façon c'est comme tout, c'est à vous de vous faire votre propre avis, mais juste vous connaissez maintenant les petits indices enfin les petits leviers que vous pouvez utiliser pour vous dire est-ce que ça a du sens si je fais du fluent ou pas. Ça va? Non, pas ce soir, je pense. Je vais lire ici mon quota de code PHP pour l'année. Bah ça va. Là, pour ce soir, de toute façon, il n'y a pas énormément de PHP parce qu'on est en train de voir un design pattern qui est très très simple, le fluent pattern. Donc l'idée, c'est plutôt de parler plus de côté théorique que le côté pratique en PHP parce que c'est très très simple. Quand je disais persistance, c'est dans le code, pas besoin de faire new class. Ah d'accord, ok. Ouais, ça après, ça c'est vraiment du détail d'implémentation pour le coup. Donc moi, ce que je retiens de tout ça, après avoir à peine m'être remis dedans, parce que c'est quelque chose que je montrais en formation, mais c'est vrai que je détaille jamais, je reviens jamais sur ces notions-là. Et ça m'arrive moi-même parfois de faire que du chaînage de méthode sans penser fluent derrière. Bref. Donc le fluent, ce n'est pas que du chaînage de méthode. Pour rappel, le chaînage de méthode, c'est le fait d'avoir des méthodes dans une classe qui renvoie le contexte, le fameux return this, qui permet justement de chaîner les appels de méthode d'une même classe. Ok. Donc, le fluent, c'est le chaînage de méthode plus la notion de fluent. Ok, quand je dis je suis fluent en English, c'est que je parle de manière fluide. Et bien là, c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand vous devez lire votre code, ça doit être fluide. Vous devez comprendre ce qui se passe. Je vais reprendre mon exemple. Ici, par exemple, j'ai... là, c'est fluide. Là, c'est fluide parce que ici, en haut, on a notre query builder qu'on a créé sur la partie en haut, en PHP, et en dessous, voici l'équivalent d'une requête en requête SQL. On remarque que c'est quand même très très proche. Donc là, on se dit, ok, il y a du sens. Là, il y a du sens. Ok, maintenant, comme je disais, quel est le meilleur levier pour créer un bon nommage de méthode? Et ça, c'est la difficulté que j'explique depuis le début, depuis des années d'ailleurs. Le plus dur dans le développement, c'est le nommage. Le nommage des méthodes, le nommage des variables. Ici, la petite astuce que je peux vous donner si vous voulez faire quelque chose qui soit bien fluente, c'est ne pensez pas à l'implémentation de votre code, à vous dire, ok, qu'est-ce que je vais implémenter? Non, 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 non. Pensez juste à qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la feature que je dois mettre en place? Ok, la feature que je dois mettre en place, c'est la création, la construction d'une requête SQL. Ok, donc je sais que dans ma requête SQL, j'ai plein d'instructions. Bah, je vais essayer de me représenter chaque instruction par une méthode. Donc je vais d'abord penser au nom de mon méthode. Ok, select, from, peut-être à sa signature. C'est-à-dire que ok, la méthode elle va prendre tel et tel paramètre. Et une fois qu'on a fait ces étapes-là, après on se dit ok, bah maintenant, qu'est-ce que je vais implémenter? Je dois implémenter le code de cette méthode. En fait, l'idée, c'est de se dire, ok, quel est le morceau de code que je dois implémenter par rapport au nom de la méthode? La méthode a fait ça, je ne peux pas le changer, ça. Ça, c'est l'identité de ma méthode et de ma classe. Il est comme ça, et ça ne bougera pas. Je dois juste implémenter le code pour justement gérer cette identité. Tandis que si on fait le chemin inverse, qui n'est pas forcément le meilleur, c'est de se dire, ok, je vais créer une méthode, pour le moment, je ne suis pas trop sûr de mon nom, mais je vais créer une méthode qui fait ci, ça et ça et ça. Et au final, après, je vais me dire, ok, bah maintenant, je dois nommer le nom de ma méthode en fonction de ce que fait mon code. Et vous comprendrez que là, c'est bien plus compliqué. C'est bien plus compliqué. Donc voilà, c'est pour moi les quelques petites astuces. Donc lire à haute voix votre code pour savoir si effectivement c'est fluent ou pas. L'idée, c'est pas de se dire, ok, je vais faire du fluent pattern. Non, ça n'a pas de sens. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est pas ça qui a du sens. Ce qui a du sens, c'est plutôt de se dire, ok, est-ce que là, le contexte s'y prête? Et s'il s'y prête, effectivement, vous allez peut-être avoir une démarche à réfléchir en mode fluente. Mais faire très attention, hein, ne pas tomber dans des biais où justement vous allez être tenté de vouloir en faire trop. Donc c'est pour ça que ce pattern-là, techniquement ultra pété, ultra bidon de ouf, c'est tout pourri. Mais ce qui va demander le plus d'ingénierie, le plus on va dire, de complexité, c'est le nommage des méthodes, c'est en fait la modélisation. C'est la modélisation qui est derrière tout ça. C'est ça la difficulté. C'est pas du tout le côté technique. Hein. Le côté technique, créer des méthodes, ça tout le monde sait le faire. C'est pas un problème. Faire un return 10, c'est pas un problème quoi. Donc
Voilà, j'espère avoir bien expliqué le Fluent. Alors aujourd'hui, ça a été très court. Au final, on a fini ça en 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est plutôt bien, parce qu'on est sur quelque chose d'assez simple. Du nommage piloté par le domaine, en gros. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. Et de toute façon, je pense que si vous parlez avec quelqu'un qui fait du DDD, qui fait du Domain Driven Development, pour le coup, je pense que lui réfléchit forcément comme ça. Parce que déjà de base, il va réfléchir son code en mode métier, 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 métier. Ok, métier, qu'est-ce que fait mon application? Ok, on va séparer ça en plusieurs modules, en plusieurs domaines du coup. Ok, après je vais avoir quoi comme fonctionnalité dans chacun de mes domaines. Et puis après on avance petit à petit comme ça. Mais à aucun moment le mec se projette déjà à dire ah, ok, je vais avoir 3 routes avec 3 contrôleurs. Du coup je vais avoir 3 vues, mais je vais peut-être créer une sous-vue. Puis il faut que je crée mes entités, peut-être un repository avec une méthode dedans. Non, 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 on pense pas du tout comme ça en fait. Pensez plutôt à votre métier, à vous dire, ok, qu'est-ce que je dois faire quoi? Quelle est la plus-value que je vais apporter à mon application? D'accord? Pensez vraiment de cette manière-là et vraiment pas en mode code, 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 code. Parce qu'en pensant tout le temps en mode code, 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 implémentation, je vais coder parce que c'est ça qui va faire fonctionner les choses, bah oui, c'est fonctionnel, ça c'est sûr. Mais pour le coup, vous allez vous perdre et le côté refactoring sera certainement un petit peu plus compliqué. Donc voilà, j'espère avoir été bien clair. Si vous avez des questions sur le Fluent Pattern, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Et après, si vous avez des idées de patterns qu'on pourrait voir lundi ou mardi prochain, enfin la semaine prochaine du moins, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Peut-être qu'il y a des patterns que je n'ai pas, que j'avais pas pensé à faire, mais ça peut être l'idée. Donc, si vous avez des idées, ça peut être cool. Moi, je peux les noter dans un coin de ma tête et puis revenir dessus la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des idées. À part ça, bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Merci pour le follow, Anto. Anto parle web, merci beaucoup, bienvenue à toi. Donc sur le Fluent, ça c'est ok. Je pense que je vais pouvoir couper la vidéo tout de suite et comme ça je pourrai la mettre en rediffusion sur YouTube dès ce soir. Donc salut YouTube.